Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau panorama de la semaine, j'espère que vous allez bien. Alors, dans ce panorama, nous allons parler évidemment de la non-censure du gouvernement Bayrou et du budget de l'État et de la sécurité sociale. Nous allons parler du nouveau Front populaire et du Parti socialiste. Nous allons parler du scandale de Nestlé, mais aussi du scandale de la pédocriminalité qui implique François Bayrou, le Premier ministre, et dont la presse ne parle absolument pas. Et nous allons évidemment parler de Gaza générique. Alors, mercredi a eu lieu 2 motions de censure suite au 49.3 qui a été imposé par François Bayrou et son gouvernement pour passer en force le budget de l'État et la première partie du budget de la sécurité sociale. Donc, nous avons eu 2 motions de censure à notre initiative et directement après, François Bayrou a déclenché un 3e 49.3 sur la 2e partie du PLFSS. Donc, il y aura de nouveau une motion de censure lundi. Et ensuite, il redéclenchera encore un 4e 49.3 lundi sur la 3e partie du budget de la sécurité sociale qui donnera lieu à une dernière motion de censure mercredi. Je veux commencer par ça parce que ce qui s'est passé mercredi est extrêmement grave. Pourquoi ? Dans toutes les assemblées du monde, pas qu'en France, dans toutes les communes, partout, le vote du budget est déterminant pour savoir qui est dans la majorité et qui est dans l'opposition au gouvernement. Ceux qui votent le budget soutiennent le gouvernement, ceux qui refusent de voter le budget sont de fait dans l'opposition. Mais puisque ça a été passé de force par 49.3, ce qui implique, maintenant tout le monde connaît tous les articles de la Constitution, de ne pas voter. C'est le vote de la motion de censure qui permettait de déterminer qui était dans l'opposition et qui ne l'était pas. Alors je suis très en colère, comme beaucoup de gens dans ce pays, d'abord pour plusieurs raisons. D'abord parce que, évidemment, ces 2 motions de censure ont échoué, notamment parce que le PS ne l'a pas voté, même si je veux saluer les 6 députés socialistes qui sont restés fidèles à la parole donnée aux électrices et aux électeurs du nouveau Front populaire en votant cette motion de censure, mais aussi, et je ne voudrais pas qu'on le cache, parce qu'évidemment on ne parle que du PS à nous, ceux qui ont permis justement au RN de se cacher et de continuer à être l'assurance vie du système, c'est-à-dire le PS a permis au RN de ne pas être responsable de la poursuite de la politique macroniste. Parce que c'est ce qui s'est passé, et d'ailleurs dans l'hémicycle c'était intéressant, puisque le RN, comment ont-ils justifié leur vote sur les motions de censure? Ils ont juste expliqué que puisque le Parti socialiste ne la votait pas, il ne servait à rien de la voter puisqu'elle ne passerait jamais. Donc, comme d'habitude, ils ont fait l'assurance vie du système, et donc à la fois le Parti socialiste et le Rassemblement national se sont de fait mis en soutien sans participation au gouvernement et permettent de sauver Macron et sa politique de malheur. Alors je suis en colère d'abord parce que ça a permis au budget de passer. Première partie du budget de la sécurité sociale et le budget de l'État. Qu'est-ce qu'il y a dans ce budget ? C'est le pire budget qu'on ait vu du 21e siècle, le budget avec le plus d'austérité qu'on ait vu depuis 25 ans dans le pays. Pour l'État seulement, c'est 24 milliards qu'on enlève par rapport au budget de l'année dernière. Et si on prend tout compris, État plus collectivité plus sécurité sociale, on propose juste d'enlever 34 milliards d'euros. Vu le monde de malheur dans lequel Emmanuel Macron a plongé le pays, vous comprenez que quand vous enlevez 34 milliards d'euros, c'est évidemment catastrophique et vous ne pouvez plus répondre à aucun des besoins du peuple de France, sachant que comme d'habitude, ils ne font jamais participer les plus riches, à part de manière très exceptionnelle pendant un temps très réduit et sur un montant très très réduit, et donc comme d'habitude, ils demandent au peuple de payer pour la politique qui a été faite en faveur des plus riches depuis des années. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ce budget ? On trouve par exemple sur la santé 5 milliards en moins. Vous voyez les hôpitaux déjà à terre, des gens qui meurent sur les brancards, des gens par millions qui renoncent à se soigner, et ils proposent d'enlever 5 milliards en moins sur la santé. Sur l'écologie, on voit juste en Ille-et-Vilaine les crues qu'il y a eu historiques auxquelles ont dû faire face les habitants. On a vu ce qui s'est passé à Mayotte avec le cyclone, et nous savons que ces événements climatiques extrêmes vont se multiplier. Eh bien, ils proposent juste d'enlever 2,6 milliards comme si c'était le moment. Sur la mission de travail de l'État, c'est 3 milliards en moins. Sur les collectivités, c'est plus de 2 milliards en moins. Sur le logement, c'est 1,5 milliard en moins. Sur l'enseignement supérieur et la recherche, alors que là aussi les universités sont dans une situation catastrophique, c'est 1,5 milliard en moins. L'agriculture, moins 600 millions. L'éducation, moins 225 millions. L'aide médicale d'État, ce que les socialistes ont aussi voté avec les macronistes et l'extrême droite, c'est 111 millions en moins.
Donc, c'est un budget qui va faire souffrir des millions de Français et de Françaises qui n'en peuvent déjà plus de la politique macroniste et qui l'ont exprimé par 3 fois dans les urnes. Donc d'abord, je suis en colère de voir le budget qui va être imposé au peuple français, qui est l'exact contraire de ce pourquoi ils ont voté en juillet dernier. Et je suis en colère parce que le coup de force d'Emmanuel Macron continue. Celui qui, depuis juin et juillet, devait clarifier la situation et qui a en fait mené depuis plus de 6 mois à nier le résultat des urnes et donc à nier la souveraineté populaire. Et lorsque vous avez un budget passé en force par 49.3 et que des gens qui se disent d'opposition comme le Parti socialiste ne le votent pas, alors oui, ils trahissent l'engagement qui avait été donné aux électeurs et aux électrices dans le programme même du nouveau Front populaire qui disait dès le départ que nous nous unissions pour être une alternative en rupture avec la politique d'Emmanuel Macron. Et donc que ce gouvernement va pouvoir continuer avec toujours Monsieur Retailleau dedans. Et je rappelle juste, puisque c'est comme si presque dans les médias, on nous demandait de dire merci au Parti socialiste, alors peut-être qu'il faut leur mettre même une médaille pour avoir sauvé Emmanuel Macron. Je rappelle que le Parti socialiste n'a rien obtenu. Quand vous prenez les 4000 postes de professeurs qui n'ont pas été supprimés et qui devaient être supprimés, ça coûte 50 millions d'euros. Mais comme je vous l'ai dit, il y a plus de 200 millions d'euros qui sont enlevés au budget de l'éducation. Donc, vous enlevez quelque chose d'un côté qui ne fait pas une amélioration, hein, et vous enlevez beaucoup plus de l'autre. De même, lorsque, pour les fonctionnaires, vous parlez des jours de carence qui sont supprimés et qu'ils voulaient rajouter aux fonctionnaires, c'est une très bonne nouvelle. Mais de l'autre côté, eh bien, ils continuent avec le fait de baisser l'indemnisation maladie des fonctionnaires, des millions de fonctionnaires dans ce pays, de 100% à 90%, ce qui est évidemment la mesure qui coûte le plus d'argent, qu'on prend directement, là aussi, sur les dos des fonctionnaires de ce pays, qui n'ont rien à voir avec la politique qui a été menée depuis des années, et qui, pire que ça d'ailleurs, le subissent, puisque il y a eu un gel du point d'indice pendant extrêmement longtemps qui fait que les salaires des fonctionnaires se sont effondrés, ce qui explique que nous n'avons pas assez de gens qui veulent notamment venir dans les services publics et qui donnent l'état désastreux des services publics en plus du sous-investissement. Donc, vous avez non seulement un Parti socialiste qui n'a rien obtenu, contrairement à ce qui est dit partout, mais je rappelle quand même quelles étaient les lignes rouges du Parti socialiste. D'abord, le Parti socialiste a dit « Nous censurons tout gouvernement qui n'est pas Nouveau Front populaire à Matignon ». Vous avez vu, c'est M. Bayrou, il n'est pas Nouveau Front populaire. Et il ne mène pas du tout cette politique-là, c'est le premier des macronistes. Ensuite, ils ont dit « Nous censurons tout gouvernement qui n'abroge pas la réforme des retraites, de la retraite à 64 ans ». Il n'y a pas eu d'abrogation de la réforme des retraites. Puis ils ont dit « Nous ne censurons pas le gouvernement si M. Bayrou, lors de son discours de politique générale, dit le mot « suspension » sur la réforme de la retraite à 64 ans ». La réforme s'applique toujours, malgré le conclave complètement fumeux qui n'aboutira à rien, si ce n'est qu'on n'a jamais autant parlé de retraite par capitalisation et de retraite par points. La retraite s'applique toujours, cette réforme-là qui a volé 2 ans de vie aux Français. Puis ensuite, ils ont dit « Nous censurons ce gouvernement si M. Retailleau est ministre de l'Intérieur. » Vous savez, celui qui parle comme sous le temps de Vichy, de Pétain, de Français de papier, des belles heures de la colonisation. Retailleau est ministre de l'Intérieur. Et comme en plus, ils ont refusé de le censurer au moment où il y avait la motion de censure suite au non-vote de confiance, ce qui se fait dans toutes les assemblées, comme le PS a refusé de le censurer à ce moment-là, il ne fallait pas être devin pour savoir ce que devait faire Retailleau. Eh bien, Retailleau l'a fait. Il a directement changé la circulaire qui existe depuis 2012 sur la régularisation des personnes étrangères et donc, du coup, a durci encore ces conditions-là avec un programme, là aussi, qui est directement inspiré de l'extrême droite. Et vous avez même, cette semaine, la porte-parole du gouvernement qui explique tranquillement sur BFM TV que oui, le gouvernement soutient le rétablissement du délit de séjour irrégulier qui là aussi est directement le programme de l'extrême droite jusqu'à ce jeudi dans la niche des Républicains qui sont les soutiens du gouvernement dont M. Retailleau est membre qui font leur premier texte, vous comprenez l'urgence absolue, sur le droit du sol à Mayotte qui doit être aboli alors qu'il est d'ores et déjà fortement diminué à Mayotte, que ça n'a rien changé sur la pression démographique qu'il y a sur Mayotte, qu'il faut au contraire avoir une solidarité nationale et abolir le visa territorialisé qui empêche d'aller dans l'Hexagone pour les personnes qui sont accueillies à Mayotte.
Et donc, propose juste quelque chose qui est le programme du RN depuis des années et des années, mais aussi de l'AfD, l'extrême droite allemande. Et d'ailleurs, le RN s'en est donné à cœur joie puisqu'ils ont proposé des amendements qui proposent juste de supprimer le droit du sol sur l'ensemble du territoire français, qui va dans la longue liste de ce qui différencie l'extrême droite de nous, c'est-à-dire la vision d'une nation ethnique contre la vision d'une nation politique, ce que nous portons autour de la devise liberté, égalité, fraternité. Donc, ils permettent à ce gouvernement, avec un ministre raciste qui parle comme l'extrême droite, de continuer. Ça, c'était une de leurs lignes rouges. Puis ensuite, il y a eu la ligne rouge. Si François Bayrou, qui lui aussi parle comme l'extrême droite, ne s'excuse pas sur la submersion migratoire dont il a parlé pour le pays, alors nous censurons ce gouvernement. François Bayrou ne s'est pas excusé. Mais je veux vous rappeler une autre chose. Dans les conditions que posait Olivier Faure il y a juste 2 mois de cela, sur la censure ou la non-censure du gouvernement Bayrou. La condition, c'était que le gouvernement renonce au 49.3. Là, il n'y a pas un, pas 2, mais 4 49.3 qui sont utilisés. Il nous explique qu'il ne censurerait pas cela et que ça ne poserait pas du tout un problème démocratique. Donc, vous avez ce coup de force auquel contribue à la fois le Parti socialiste, mais aussi le Rassemblement national, qui aide à sauver Emmanuel Macron et qui se mettent du côté du problème pour le pays, c'est-à-dire du côté du président de la République. Donc, évidemment, ça crée une colère extrêmement forte. Et ça crée une colère d'autant plus forte qu'a été utilisé un chantage à la censure qui est insupportable. Pour expliquer qu'il ne fallait pas censurer, eh bien, on nous explique qu'il faut que la France ait un budget. Il se trouve que la France a un budget. C'est la loi spéciale que nous avons votée en fin d'année qui permet de remettre tous les crédits qui ont été dépensés en 2024, de le reporter sur 2025. Donc, de réutiliser le budget qui avait été voté l'année dernière. Voté, non, passé par 49.3, lui aussi. Mais de reconduire le budget. Bon, du coup, ça permet d'avoir un budget. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, le gouvernement, pour mettre une pression incroyable? Eh bien, ils ont dit que, par exemple, ils ont donné pour consigne partout avec une circulaire de n'utiliser que 25% des crédits possibles par mois du budget 2024. Donc, c'est comme si on reconduisait le budget, mais on vous dit, vous avez le droit d'en utiliser qu'un quart. Donc, évidemment, c'est comme ça que derrière, vous avez 5000 jeunes qui se retrouvent avec des services civiques qui ne peuvent plus être effectués. Donc, on les prive de contrats de service civique. Alors, Dieu sait ce qu'on pense des services civiques, mais quand même, il y avait des services civiques en 2024. Donc, pourquoi il ne pourrait pas y en avoir en 2025, si ce n'est une décision politique qui est juste là pour mettre de la pression, pour dire « votez le budget, votez le budget ». De même, maintenant, ils ont interdit à beaucoup d'établissements scolaires, avec notamment le Pass Culture, d'aller juste en sortie scolaire au musée, d'aller en sortie scolaire dans un lieu culturel. Et donc, ils nous expliquent que là aussi, c'est la faute du budget et de la censure qui pourrait passer. Eh bien, non, au contraire. Si on avait laissé le budget 2024, plutôt que le budget qui propose des dizaines de milliards d'économies par rapport à 2024, nous aurions eu un bien meilleur budget. Et donc, tout le chantage qui en a été fait, c'est les mêmes mensonges que Elisabeth Borne qui vous expliquait que si M. Barnier était censuré, il n'y aurait plus de carte vitale au 1er janvier, alors que vos cartes vitales fonctionnent toujours, qui expliquait que les fonctionnaires ne seraient pas payés si M. Barnier tombait, alors que les fonctionnaires sont toujours payés. Et donc, ils ont délibérément organisé le chaos pour faire en sorte qu'il y ait un chantage à la censure qui est insupportable. Donc, je suis d'autant plus en colère qu'ils tombent tous dans le panneau en notamment continuant cela. Donc, il reste 2 motions de censure. Et nous voyons sur les actes qui est dans l'opposition et qui est dans la majorité. Et de fait, le vote du Parti socialiste ce mercredi a interrompu le nouveau Front populaire et les a isolés du nouveau Front populaire, puisque à la fois les insoumis, les communistes, les écologistes et 6 députés socialistes ont, eux, voté la censure, fidèles à la parole qui avait été donnée. Et je vais vous dire, le Parti socialiste est en train de renouer avec le pire de son histoire. Et le pire de son histoire, c'est François Hollande. Parce que, rappelez-vous, François Hollande, qui faisait des grands discours sur « mon ennemi, c'est la finance », qui expliquait qu'il allait reconnaître l'État de Palestine, ce qu'il n'a jamais fait, qui expliquait qu'il allait reconnaître le récépissé sur le contrôle aux faciès, ce qu'il n'a là aussi jamais fait, mais qui, par contre, a fait la déchéance de nationalité, qui a fait la loi travail, bref, tout ce qui a dégoûté des Français et qui fait qu'en 2022, le Parti socialiste était à 1,7%. Eh bien, je crois que maintenant, tout le monde se rappelle que Emmanuel Macron est président parce qu'il a été le ministre de François Hollande et que lorsque nous avions fait la NUPES en 2022, les premières lignes écrites noir sur blanc dans le programme commun que nous avions de gouvernement étaient de dire que nous rompions avec la politique hollandiste, ce avec quoi est en train de renouer le Parti socialiste. Et je leur dis, faites attention.
Parce que le dégoût des électeurs, lui aussi, va revenir. Et il n'est pas possible dans le nouveau Front populaire, et nous n'accepterons jamais cela, que dans le nouveau Front populaire, il y ait ceux qui votent la censure et qui sont donc la seule opposition et la seule alternative, et ceux qui, de fait, ne votent pas la censure et soutiennent ce gouvernement et permettent à Macron de continuer sa politique de malheur. Quant à ceux qui parlent de stabilité, notamment au Parti socialiste, eh bien, ce sont des gens qui, je crois, ne connaissent absolument pas la violence des politiques menées depuis des années. Et la violence de ces politiques, ça s'appelle une stabilité de politique de malheur. Nous n'en voulons pas. Nous voulons la rupture avec ce monde de malheur et réaffirmer qu'à tout moment, nous pouvons faire autrement dans ce pays. En tout cas, vous pouvez compter sur nous pour être fidèles à la promesse que nous avons faite et à l'alternative de cet autre monde que nous voulons faire advenir. Alors le PS, pour laver la honte de ce qu'ils sont en train de faire en permettant à Bayrou de continuer et à Macron aussi, ils sont en train d'expliquer que plus tard, après le budget, ils déposeront une motion de censure qui sera une motion de censure sur les valeurs de la République face aux mots comme submersion migratoire qu'a utilisé le Premier ministre. Bon, alors d'abord, je le disais, il fallait pas être devin pour savoir ce qu'allait faire Retailleau, par exemple. Donc le censurer dès le début aurait aidé à ce qu'on ne laisse pas ce gouvernement parler et agir comme l'extrême droite. Mais en plus de ça, il se trouve que M. Hollande a dit quelque chose d'assez intéressant. Que cette motion de censure n'était pas faite pour renverser le gouvernement, elle était faite pour l'interpeller. Donc vous comprenez bien que ce n'est pas une motion de censure. Il pourrait peut-être faire une question au gouvernement. C'est ça, interpeller le gouvernement. Une question au gouvernement. Et que cette motion de censure n'est là que pour une chose, pour justement s'absoudre de ce qu'ils sont en train de faire et dire que plus tard, ils déposeront quelque chose. Eh bien, personne n'est dupe de ce qu'ils sont en train de faire. Et s'ils étaient cohérents, ils voteraient les motions de censure qui arrivent parce que là encore, c'est la seule manière d'être fidèles à ce que nous avons dit et nous continuerons de respecter notre parole. En tout cas, on verra ce qu'il advient de ça, mais c'est ce que nous continuerons de faire, d'autant plus quand on voit les projets du gouvernement, notamment sur le délit de séjour irrégulier. Je rappelle juste, délit de séjour irrégulier supprimé en 2012 dans notre pays, qui en fait propose pour des personnes qui sont en situation irrégulière administrativement dans notre pays, de les mettre en prison, de les poursuivre pénalement, et qui donc considère que toutes les personnes qui fuient la guerre, la misère, etc., ou même des personnes qui n'ont pas eu leur rendez-vous en préfecture, qui avaient leurs papiers et qui donc ont un problème de renouvellement, de les mettre en prison comme si c'était des délinquants. Nous ne serons jamais d'accord avec ça, ce qui est là encore le programme de l'extrême droite. Alors, évidemment, donc, la presse fait les choux gras de tout ça pour expliquer que le nouveau Front populaire est mort, absoudre complètement le Rassemblement national du fait qu'ils ont permis à Emmanuel Macron de continuer sa politique. Et puis, ils sont à fond sur un visuel qui aurait été fait, qui montrerait je ne sais quoi, ce qui est absolument faux. Nous n'avons jamais fait d'équivalence entre les socialistes et le Rassemblement national. Nous avons dit qu'ils partageaient une responsabilité commune, qui est réelle, c'est un acte qu'ils ont posé, qui est celle de pouvoir continuer à Bayrou et à sa politique de continuer. Alors c'est d'autant plus grave que du coup dans la presse on ne vous parle pas d'autres scandales qui sont pourtant des scandales très forts en ce moment en Macronie. Le premier sur lequel je voulais vous alerter, c'est le scandale, qui est un scandale d'État, sur une des plus grandes affaires de pédocriminalité sur lequel François Bayrou, le Premier ministre, est directement impliqué. On parle d'un établissement privé catholique à 30 km de Pau, avec 112 plaintes déposées par d'anciens élèves de l'école pour des violences physiques, des agressions sexuelles, pédocriminelles commises par des prêtres et des surveillants. On parle d'attouchements sexuels sur des enfants de 8 à 13 ans qui ont été frappés, masturbés de force ou violés par des surveillants ou des prêtres. Et quand un élève a essayé de dénoncer ce qui s'est passé, l'établissement a réussi à faire croire qu'il était fou et à le faire interner. Et on parle d'abus qui ont été faits et de pédocriminalité sur une période de 60 ans, c'est-à-dire des années 1950 à 2010. Il se trouve que dans les années 90, François Bayrou était non seulement maire de Pau, il était président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques et il a été ministre de l'Éducation. Il avait scolarisé ses enfants dans cette même école, Notre-Dame de Bétarame, et son épouse y enseignait. Donc il était quand même bien au courant de ce qui s'est passé. C'est Mediapart qui a révélé ce scandale et personne n'en parle nulle part, ce qui est quand même assez incroyable. Et François Bayrou affirme qu'il n'était pas au courant de ce qui s'est passé dans cette école. Il se trouve pourtant que, en 1996, il y a eu une affaire nationale autour de cette école suite à la plainte d'un élève qui avait été frappé violemment à 14 ans et que François Bayrou s'était rendu dans l'établissement en tant que ministre, donc il avait déjà un écho de ce qui s'est passé. Que en 1998,
C'est toujours Mediapart qui le dit. Il a rencontré le juge saisi des affaires de violences sexuelles d'un des prêtres accusés d'avoir violé un interne, donc il était au courant puisqu'il en a parlé au juge. Et puis qu'il a eu des alertes à 3 reprises de l'infirmière de l'école, de parents d'élèves et d'enseignants qui affirment que François Bayrou à chaque fois a minimisé les faits et affirmé qu'ils exagéraient. Cela veut dire que peut-être, en tout cas d'après ce que dit Mediapart, que François Bayrou était au courant d'affaires dans lesquelles des centaines d'élèves ont été violentés, abusés sexuellement, et qu'il n'a absolument rien fait. C'est un problème quand même pour un Premier ministre d'être au courant de telles choses et de ne rien faire. Mais ça, la presse n'en parle pas. De même, alors la presse en a un peu plus parlé, mais je trouve ça quand même assez incroyable puisque Emmanuel Macron lui-même est sorti de son silence pour dire qu'il n'y avait aucune collusion. C'est ce qui a été révélé cette fois-ci à la fois par Radio France et Le Monde sur Nestlé. Nestlé, c'est un minéralier, donc bon, c'est un grand groupe, une multinationale que vous connaissez, mais notamment, ils vont pomper de l'eau dans les nappes phréatiques à Vittel pour les mettre dans des bouteilles en plastique et les exporter un peu partout dans le monde. Moi, j'avais fait une commission d'enquête sur la question de l'eau et je m'étais intéressée aux minéraliers, à la fois à Nestlé à Vittel, mais aussi à Danone à Volvic. Et vous trouvez des similarités, c'est-à-dire des multinationales qui font complètement la loi, qui font ce qu'elles veulent. À Vittel, par exemple, vous avez des centaines de milliers de mètres cubes de déchets plastiques entreposés à des endroits sans que la multinationale n'ait jamais rien fait sur cette question. Vous avez des captages d'eau qui sont illégaux et surtout, vous avez du pompage d'eau de manière tellement forte que la nappe phréatique est en déséquilibre complet, souvent au détriment des écosystèmes et au détriment des habitants qui y habitent. Or, dans la loi, l'eau doit d'abord aller aux habitants et aux écosystèmes avant d'aller aux intérêts économiques et encore moins pour mettre de l'eau en bouteille en plastique. Alors, il se trouve que Nestlé a déjà été épinglé sur, je disais, les captages illégaux, mais aussi sur la qualité de l'eau puisqu'ils utilisent une méthode de microfiltration de l'eau qui est interdite à la fois au niveau européen et au niveau français. Alors ça, on le savait déjà. Mais il se trouve qu'un article raconte justement qui est impliqué et qui a permis à Nestlé de violer la loi ainsi, avec des matières fécales dans l'eau, avec de l'arsenic à un trop haut niveau dans l'eau, et qui donc a permis en toute illégalité à Nestlé de tordre la loi au détriment de la santé de toutes les personnes qui le boivent. Eh bien, il se trouve que c'est une réunion dans laquelle il y avait Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, Elisabeth Borne, alors première ministre, Bruno Le Maire, Olivier Véran, Agnès Pannier-Runacher, bref, toute la fine fleur de la Macronie qui tremble dans ce scandale, et ce, alors que tous les services de l'État avaient multiplié les alertes pour dire il ne faut pas donner des dérogations sur la manière dont l'eau est traitée par Nestlé, c'est non seulement illégal mais dangereux, et que les services de l'État avaient même dit, pour dénoncer le chantage de Nestlé, que les autorités politiques devaient prendre comme décision de suspendre l'autorisation des captages, donc d'aller chercher l'eau pour la multinationale. Eh bien, non seulement ils n'ont pas écouté les services de l'État en entier, mais en plus de ça, ils ont donc donné à Nestlé la possibilité de continuer tout cela. J'ai donc saisi le procureur de la République pour avoir des réponses sur à la fois la mise en danger de la vie d'autrui et la non-dénonciation de crimes et de délits dont ils étaient au courant sur la question de Nestlé, ce qui montre là aussi que la question de l'eau est une question extrêmement importante. Et je le dis d'autant plus que c'est d'autant plus rageant d'avoir cette situation avec un budget passé en force et un gouvernement toujours illégitime, que les urgences ne cessent de se multiplier et que donc continuer avec les mêmes politiques économiques qui ont mené à ce désastre vont mener à d'autres désastres. Vous avez sûrement entendu parler des auto-entrepreneurs, petits commerçants indépendants qui craignent de mettre la clé sous la porte avec la hausse de TVA qu'on va leur imposer dans le budget. Mais il n'y a pas seulement ça, il y a des submersions de plans de licenciement partout. Par exemple, vous avez encore les salariés de la fonderie de Bretagne qui étaient présents devant l'Assemblée nationale alors que le patron de Renault était auditionné. Vous avez la Fondation du logement pour les défavorisés qui a rendu son rapport annuel cette semaine qui montre que le nombre de personnes sans domicile fixe a été multiplié par plus que 2 en 10 ans, avec 350 000 personnes sans domicile fixe et une explosion du sans-abrisme pour les enfants, avec 3 000 enfants à la rue. Et dans ce budget, je vous le disais, on enlève 1,6 milliard, ce qui, évidemment, ne permettra en rien de faire face à un logement digne pour tous.
Vous avez vu aussi que le chômage est à son plus haut niveau, un niveau record qu'on n'avait jamais vu auparavant. Bref, il y a énormément de choses qui nécessitent que enfin on puisse changer de politique qui soit menée, et c'est exactement le contraire de ce que fera ce gouvernement. C'est d'autant plus rageant, d'autant plus que cette semaine, les discussions bilatérales sur la Nouvelle-Calédonie-Kanaki commencent entre l'État et différentes délégations de la Calédonie, et que nous sommes en rage de voir que la Calédonie déplore et pleure 13 morts depuis le 13 mai dernier, où ils sont passés en force contre nos alertes répétées sur le dégel du corps électoral, et que la Calédonie est aujourd'hui à terre, avec des risques d'émeutes de la faim, avec des tensions qui sont en train de s'exacerber au point qu'ils craignent même que la situation puisse repartir avec des montées de haine entre les gens qui nous laissent craindre le pire et sur lequel l'État a une immense responsabilité. Nous serons évidemment très attentifs. Nous rencontrons les délégations à plusieurs reprises à ce qu'il y ait enfin des réponses politiques qui soient apportées à la Nouvelle-Calédonie Kanaki. Enfin, je termine par deux choses. Évidemment, notre inquiétude sur ce qui se passe sur le plan international, notamment évidemment à Gaza, avec Trump qui a d'abord réitéré 2 fois qu'il voulait faire un transfert forcé des Palestiniens vers la Jordanie ou vers l'Égypte, et qui explique même maintenant qu'il veut en faire la côte d'Azur du Proche-Orient, réaffirmant ainsi qu'il veut faire un projet d'épuration ethnique complète dans la bande de Gaza. C'est une nouvelle négation de l'humanité des Palestiniens, après qu'ils aient été appelés à de nombreuses reprises animaux humains par les ministres du gouvernement d'extrême droite de Netanyahou, après qu'ils aient été décimés par dizaines de milliers dans le projet génocidaire qui continue de Netanyahou. Et évidemment, Trump disait cela avec Netanyahou à ses côtés, puisque c'est son rêve absolu de pouvoir vider complètement cette bande de Gaza et faire un transfert de force des Palestiniens vers des pays alentours. Évidemment, ça signifierait la fin de la possibilité d'une solution à 2 États. Et donc, face à cela, d'abord, la France ne veut pas se contenter juste de dire qu'elle n'est pas d'accord. Elle doit faire valoir plus que jamais le droit international face à l'international des suprémacistes de Netanyahou à Trump. Mais en plus de ça, la France, comme membre du Conseil de sécurité de l'ONU, doit demander d'urgence une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, et elle doit former à l'ONU une coalition avec tous les États refusant que les droits des Palestiniens soient bafoués. Mais surtout, la France doit enfin reconnaître l'État de Palestine. La seule réponse symbolique à la hauteur de ce qu'est en train de faire Trump, c'est que la France reconnaisse l'État de Palestine pour réaffirmer son attachement à la solution à 2 États, parce que c'est ce qu'essaye d'enterrer Trump actuellement. Et puis, la France pourrait faire une autre chose si elle était à la hauteur de son histoire, elle pourrait rejoindre le groupe de La Haye. Il se trouve que vendredi dernier, à la fois avec Thomas Porte, Nadège Abomangoli et Rima Hassan, nous étions présents et invités à la création du groupe de La Haye. Qu'est-ce que c'est le groupe de La Haye? C'est un groupe de 9 pays du Sud global, emmenés notamment par l'Afrique du Sud, mais aussi la Namibie, la Bolivie, la Malaisie, le Sénégal, la Colombie, qui se mettent ensemble, c'était un événement historique, qui se mettent ensemble pour affirmer 3 choses. La première, qu'ils défendront la décision de la Cour internationale de justice et qu'ils appliqueront les mandats de la Cour pénale internationale contre Netanyahou et Yoav Gallant. C'est évidemment extrêmement important au moment où le droit international est attaqué de toutes parts et en plus symbolique puisque ça s'appelle groupe de La Haye et il se trouve que la création de ce groupe arrivait pile 1 an après la décision de la Cour internationale de justice sur demande de l'Afrique du Sud où il reconnaissait déjà le 26 janvier 2024 un risque génocidaire et des mesures conservatoires à l'encontre d'Israël que Netanyahou n'a évidemment jamais respectées. Donc, soutenir le droit international et notamment la Cour internationale de justice. Deuxième chose sur laquelle il s'engage, c'est d'interdire, voire même d'empêcher, tout navire qui viendrait avec non seulement du fuel ou de l'armement, un chargement qui permettrait à Netanyahou de violer le droit international qui serait à destination d'Israël. C'est ce qu'a déjà fait la Namibie et donc ce que tous ces États s'engagent à faire sur leur eau territoriale. Et puis, troisième chose, à déclarer un moratoire complet sur les armes, les munitions et les composants qui servent là aussi à poursuivre le génocide. C'était un moment très important et ils appellent l'ensemble des États à les rejoindre.
Eh bien, si la France était à la hauteur de l'histoire, elle rejoindrait ce groupe qui, là aussi, défend notre humanité commune. Et nous étions très fiers, nous, les Insoumis, les seuls Français à être présents, de réaffirmer par notre présence qu'une autre voie de la France existe, celle qui défend le droit international et qui refuse que le premier génocide filmé de toute l'histoire de l'humanité se passe sans que personne ne fasse rien, ni ne dise rien. Je le dis d'autant plus que vous avez peut-être vu l'extrême droite qui, à la suite de Trump et de l'ensemble des déclarations qu'il fait pour bafouer le droit international, explique maintenant que il pourrait faire, ça c'est Tanguy ou Bardella, qu'il pourrait faire avec l'Algérie ce que Trump fait avec la Colombie. Je le dis avec inquiétude parce que entre Retailleau et l'extrême droite, il y a une montée en tension extrême envers l'Algérie qui est en train d'être faite. Une escalade qui est en train de se passer, qui nous inquiète profondément. Elle nous inquiète d'abord parce que généralement cela bafoue le droit international et l'état de droit, mais surtout cela oublie complètement que la France est liée à l'Algérie, de par l'histoire évidemment, mais aussi par des liens d'affection extrêmement forts entre nos deux peuples. Il y a 4 millions de binationaux franco-algériens. Et partout, des gens sont liés d'affection, de mariage, de filiation avec des Algériens. Et nous refusons que par la guerre des civilisations, la théorie de la guerre des civilisations qu'il ne cesse de vouloir imposer, qu'on continue à traiter l'Algérie de cette façon. Nous voulons continuer à avoir des liens forts avec les peuples de l'autre côté de la Méditerranée et nous continuerons à tout moment à refuser les va-t-en-guerre, les va-t-en-pression qui ne cessent de vouloir dégrader encore la relation qu'il y a avec le peuple algérien. Enfin, je termine parce que le tableau que je vous fais est extrêmement noir, par une lueur d'espoir et pour vous rappeler que toujours, aussi noir que soit la nuit, il y a une possibilité de changement et de rupture, même quand tout paraît difficile. Car cette semaine, nous commémorons le 4 février 1794, la première abolition de l'esclavage qui a eu lieu il y a 231 ans. Alors, évidemment, nous aimons commémorer ce 4 février 1794, à la fois comme le symbole le plus abouti du pire dont est capable l'humanité, mais aussi du meilleur qu'elle peut obtenir par la lutte. Car l'abolition de l'esclavage n'a jamais été octroyée ou donnée aux personnes esclavagisées. Elle a d'abord été conquise par la lutte des esclaves eux-mêmes, et je pense évidemment, avant le 4 février 1794, à l'abolition de fait de l'esclavage avant qu'elle soit proclamée officiellement par la Convention, qui s'est passée en août 1793 dans ce qu'on appelait à l'époque Saint-Domingue et qui est aujourd'hui Haïti, à qui nous devons tant et envers qui nous avons une dette historique, je vous en ai déjà parlé. Donc, abolition de l'esclavage qui a d'abord été obtenue par la lutte, ce qui nous rappelle que la liberté n'existe pas sans ses défenseurs et que cette lutte continue chaque jour dans le refus de l'asservissement de quelques-uns au profit d'autres. Alors, je suis très fière, d'abord, je le dis, que ce soit l'insoumis Jean-Hugues Rattenon qui ait proposé que le 4 février soit le jour commun de célébration de l'abolition de l'esclavage, puisque cette première abolition de l'esclavage, avant que Napoléon la rétablisse et qu'il y ait ensuite la deuxième abolition de l'esclavage, est une abolition qui était inconditionnelle, qui était intégrale et qui est une des seules abolitions de l'histoire à avoir refusé à tout moment d'indemniser les colons. Ce qui s'est passé dans la deuxième abolition de l'esclavage et ce qui est évidemment insupportable. Donc je suis fière que ce soit l'insoumis Jean-Hugues Rattenon qui l'ait fait, de même que je suis fière que ce soit Younous Omarjee qui ait fait reconnaître l'esclavage comme un crime contre l'humanité au Parlement européen. Et je vous livre ce que disait Toussaint Louverture, révolutionnaire haïtien, qui disait « Ce n'est pas une liberté de circonstance concédée à nous seuls que nous voulons, c'est l'adoption absolue du principe que tout homme, né rouge, blanc ou noir, ne peut être la propriété de son semblable. » Voilà l'énormité de ce qui s'est passé le 4 février 1794 avec des esclaves qui partout ont mené cette lutte pour retrouver la liberté, la dignité. Et nous continuons à poursuivre non seulement la mémoire de ces femmes et ces hommes qui nous surplombent, mais aussi cette lutte qui représente l'humanisme dans sa plus grande forme, ce que nous continuons de défendre tout le temps, qui montre que l'homme est toujours, et la femme, acteur de son histoire. Voilà ce que nous faisons. Nous pouvons toujours inventer un autre monde. Courage les amis, les mauvais jours finiront et suivez les motions de censure parce qu'il est encore possible d'interpeller les députés pour qu'ils la votent et qu'elle passe enfin. Bonne semaine!